Je vais vous parler d'un truc bizarre. De toute façon, je crois qu'à cette convention, je ne parle que de trucs bizarres, il me semble. Et celui-là, il est extrêmement bizarre quand même. C'est une forme d'hypnose particulière, hein. Rien à voir avec l'hypnose ericksonienne. Dans l'hypnose, globalement, vous avez deux courants. Le courant ericksonien, qui est assez récent. Un courant qui est à peine plus ancien, mais vraiment à peine, c'est le courant hellmannien. Aujourd'hui, 90% de l'hypnose sur la planète, c'est du hellmannien. En France, c'est l'inverse. En France, c'est 90%, c'est du ericksonien. C'est le seul pays, d'ailleurs, où l'ericksonien soit vraiment développé. Le reste de la planète découvre. Aux États-Unis, c'est 10% des hypnothérapeutes qui pratiquent l'ericksonien. Et encore, je suis généreux avec 10%. Mais le hellmannien a développé beaucoup de tendances, beaucoup de courants au sein du hellmannien, dont certains sont très proches d'ailleurs du style ericksonien, et ont une permissivité dans beaucoup de ces courants qui vont très loin. Aujourd'hui, dans les congrès d'hypnose aux États-Unis, c'est 30% des présentations, des conférences, qui sont de l'hypnose spirituelle. Donc, allez-y. L'hypnose spirituelle a pris une très très large part dans l'hypnose, pas encore en France. En France, on a lancé ce produit avec une de nos marques qui s'appelle Infinitis il y a 4 ans à peu près. C'était une vraie prise de risque, on ne voulait pas le porter dans le Synapse parce qu'on n'est pas sûr que le public français soit complètement prêt à recevoir ces outils-là. Ce qui n'est pas le cas du public anglo-saxon où ça fait un tabac. Parce que c'est une approche assez particulière. Alors, ce n'est pas ésotérique du tout, mais en France, quand on dit spirituel, on a tendance à penser ésotérique. Non, ça n'est pas du tout. Ce n'est pas religieux du tout. Tous les gens qui portent ce courant-là sont tous des psycliniciens ou des psychiatres qui sont tous athées. Tous. Ce qui fait que ça nous permet d'avoir une approche clinique du phénomène. Alors, il y a plusieurs phénomènes en hypnose spirituelle. Il y a 3 grands axes dans l'hypnose spirituelle. L'hypnose spirituelle, aujourd'hui, c'est 3 champs d'études qui ont, pour 2 de ces champs, un peu plus d'une trentaine d'années. On se penche vraiment dessus depuis une trentaine d'années. Le premier, c'est ce qu'on appelle le past life. Le past life, c'est le premier champ d'exploration de l'hypnose spirituelle. On s'aperçoit qu'en cabinet, on a des traumas, que certains traumas, malgré tous les outils qu'on a, on n'arrive pas à les résoudre. Et de temps en temps, on a des régressions spontanées dans nos pratiques. On s'aperçoit que certains sujets font des régressions spontanées en vie antérieure et que là, ils contactent des traumas. On traite ces traumas comme s'ils étaient aujourd'hui et ça le fait. C'est efficient. Moi, au début, quand j'ai commencé à étudier ça, j'ai commencé à étudier ça complètement par hasard. Je me suis lancé dans ce champ parce qu'un jour à Grenoble, au cours d'une conférence, j'ai rencontré quelqu'un qui s'était formé, on ne peut pas dire formé, mais qui avait vécu 10 ans avec toute l'équipe des thérapies brèves italiennes et américaines, avec Bandler, avec tous les grands des thérapies brèves. Il avait fréquenté toute cette bande-là quand il venait en Europe. Et quasiment tous les week-ends, il faisait la fête avec eux. Et il m'a raconté ce qu'ils faisaient à cette époque-là, comment ces gens travaillaient. Enfin, travailler, c'est entre guillemets. Hein. Ils ont testé toutes les drogues. Ils ont testé toutes les expériences. Tout était permis dans leur champ d'expérience. Et il s'est fait très, très, très peur. Un jour, il était collé au plafond. Son corps était en bas. Et il n'arrivait pas à regagner son corps. Ça faisait 10 ans qu'il faisait l'andouille avec eux. Et là, ce coup-ci, il s'est fait vraiment très, très peur. De ce jour, il a abandonné. Ce gars est archi formé en hypnose, en PNL, toutes les formes d'hypnose. Il n'est pas du tout praticien. Hein. C'est gestionnaire de biens. Mais c'est un passionné. Et donc je me suis dit, après cette discussion, mais à cette époque-là, tout était permis. Ils expérimentaient dans tous les domaines. Aujourd'hui, on est sage. Aujourd'hui, on est politiquement correct. Du coup, on se prive de plein de choses. On se met des barrières à nous-mêmes. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je ne connais pas en hypnose encore aujourd'hui ? Bon, en France, je connais à peu près tout. Donc je suis allé voir à l'étranger que je pouvais apprendre. Et j'ai fini par trouver des trucs que je ne connaissais pas, dans le champ de la spirituel, justement. Donc je suis parti en Suisse, je suis parti aux États-Unis me former. J'ai fait venir des grands de l'hypnose ici.
comme David Quigley, qu'on a fait venir pour une formation en interne, qui a formé tous nos enseignants de l'hypnose spirituelle. Ça, c'était une session privée. David Quigley, c'est un très très grand de l'hypnose qui a créé toute une branche de l'hypnose, fait des formations à plus de 400 personnes au Japon. J'ai attrapé entre un meeting qu'il faisait à Londres et un autre qu'il faisait à Oslo. Il m'a calé une semaine entre les deux pour nous. C'est sympa. Et il a inventé l'hypnose alchimique. Alchimique version américaine, hein, donc rien à voir avec ce que nous on pense de l'alchimie. Hein. C'est un truc à eux. Mais passionnant. Et j'ai ouvert ce champ. Et dans ce champ, je vous dis, il y a 3 domaines. Le past life. Au début, je pensais que, j'étais persuadé, étant plutôt jungien, que c'était ou des métaphores, et on connaît la puissance de la métaphore en hypnose. J'étais plutôt par là au début. Après, je suis allé plutôt sur la base de données jungienne, genre un inconscient collectif dans lequel on va puiser, on va récupérer de l'information. Aujourd'hui, j'y crois plus beaucoup à ça. Parce que les faits, à force de traiter des cas comme ça, j'ai traité quelques centaines de cas, ça invalide un peu ces deux trucs-là. J'ai tendance je pense qu'il y a toujours des choses persistantes, hein, que la métaphore est toujours présente et que la base de données, l'inconscient collectif, joue aussi. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose comme explication. Et l'explication qui, moi, me satisfait le plus, c'est une explication qui est portée par un prix Nobel de neurobiologie aujourd'hui. Il parle de champ de données. Un champ de données qui contient de l'information et qui s'interface avec le cerveau humain. Ce courant de la neurobio pense que le cerveau n'est pas le siège de la conscience, que la conscience s'interface avec le cerveau humain. C'est-à-dire que c'est comme un poste de radio, c'est un équipement récepteur quelque part, dans lequel s'interface un champ de données externe qui est persistant. Alors, ce n'est pas vous, évidemment, hein. Vous êtes vous. Mais ce champ de données n'est pas vous. C'est un peu comme une symbiose. Comme un symbiote qui vient s'interfacer avec l'organisme. La théorie est là-dessus, ils sont en train d'étudier là-dessus. Mais c'est une théorie passionnante, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce champ de données, on s'aperçoit qu'il peut se fragmenter. Il peut se couper, se coller à un autre champ de données. Il peut en partie se dupliquer. Sur le past life, ça voudrait dire que chaque champ de données s'enrichit de la vie antérieure d'une personne. Pas de la même, mais d'une personne. Pour nous, en hypnose, on a ce modèle de la psyché. C'est-à-dire qu'on a l'inconscient, qui est une fine couche, un peu comme l'atmosphère autour de la Terre. Enfin, l'inconscient qui est au centre, et le conscient qui est une fine couche. En hypnose spirituelle, on a un autre modèle. Pour nous, c'est toujours le conscient qui est autour, qui est une fine couche. Je l'ai fait un peu épais d'ailleurs par rapport à ce qu'il vaut. Hein. Et puis, à l'intérieur, il y a tout un champ de cellules qui sont chaque fois la mémoire d'une incarnation. Chaque fois, la mémoire où ce champ s'est greffé sur une corporalité. Cette mémoire, elle est toujours vivace, c'est une mémoire émotionnelle. Hein. Elle est toujours vivace à l'intérieur et on peut la contacter assez facilement. C'est du papier à cigarette, l'épaisseur de ces cellules. Hein. Je connais un gars aux États-Unis qui est capable de faire du past live en conversationnel, sans aucune transe. Il est très très fort. Hein. Si aujourd'hui vous portez un trauma, vous revivez des émotions, vous revivez des choses que vous ne contrôlez pas, qui n'ont pas lié à un trauma de cette existence, peuvent être liées à un trauma qui a été effectué là. Tant que ce trauma ne soit pas soigné, et on peut le soigner, on fait revenir votre persona de cette époque à aujourd'hui, vous avez ce vécu qui revient, puisqu'il est vous, ce vécu, il est dans vous. Et vous l'exprimez, on le traite, comme on traite un trauma normal, et c'est résolu. Je crois que ce qui va nous manquer, comme des âmes, c'est peut-être définir existence dans ce contexte-là. Alors, ça, il y a eu un corps
qui a existé. Le symbiote garde la mémoire de ce qu'a vécu ce corps. C'est une symbiose. C'est une symbiote entre la partie du corps, la partie animale, et ce champ de données. Ce champ de données qui est un, alors ces champs de données peuvent être plus ou moins jeunes, plus ou moins anciens. Et garde de la mémoire chaque fois qu'il s'est greffé sur un organisme. Alors c'est choquant la partie symbiote, je sais. Un exemple sur une personne que vous avez connue Qui plusieurs, que vous avez traité. Bah, tout le monde a eu plusieurs. C'est le minimum, les plus jeunes que j'ai trouvés, c'est quoi ça, les plus jeunes que j'ai trouvés devaient avoir 400, 500. Ouais, 400, 500, c'est encore jeune. Incarnation. On est d'accord sur un postulat de On a départ. tous compris la même chose. On va Incarnation. partir sur un postulat de départ qui... Pour nous, une sur incarnation, croyance, c'est chaque sur fois. une croyance en des vies J'y crois pas. Alors, J'y crois si pas. on parle d'incarnation, Ce qu'on constate, c'est que les cas cabinets, nous on part de la clinique, on part du constat que les cas cabinets qui nous remontent nous parlent d'incarnation. Donc on reprend leur langage. Ils nous parlent d'incarnation, mais au niveau de la symbiose, c'est-à-dire que le symbiote, lui, l'être en question, disparaît. Le caractère de l'être disparaît aussi. Il n'y a pas de vécu qui persiste de l'être lui-même. Ce qui persiste, c'est cette masse de données qui se greffe de corps en corps. On a à peu près une idée de l'époque où elle se greffe, c'est autour du 4e mois, ça commence à se greffer à partir du 4e mois à peu près, jusqu'aux 2 ans. 2 ans, des fois un peu plus. L'interfaçage pose problème des fois. Le concept de l'âme est proche. Nous, on évite d'utiliser le concept de l'âme. On peut l'utiliser pour simplifier quand les gens... parce que le concept est plus sophistiqué. Si vous voulez, là, je suis sur le past life. C'est-à-dire que on va l'appeler âme si vous préférez. Moi, je préfère l'appeler champ de données. C'est parce que c'est vraiment un champ de données qui se détruit, qui s'efface au fil du temps. D'ailleurs, qui est en perte d'énergie, qui finit des fois par se volatiliser complètement. Ce champ de données recueille des données de plusieurs corps, de plusieurs Oui. personnes différentes. Oui. C'est pas une Ah si, c'est une personne. Non, c'est une personne. personne. Pas plusieurs personnes différentes. C'est une personne. Non, non, au décès de cette personne, le champ est libéré et le champ peut... Alors là, c'est un peu compliqué, mais on en parlera après. Je vais avancer sur le past life parce que là, vous avez des questions qui vont au-delà. Hein? Être vivant, certains êtres vivants, on va dire. Certains êtres vivants. Pas être humain forcément. Sur cette planète, c'est être humain, on dira. Hein? Bah, les pistes qui témoignent, d'après les témoignages, il semblerait que la complexité du cerveau humain soit déjà juste pour accueillir cette chose-là, et que les espèces animales n'ont pas encore suffisamment de complexité cérébrale. C'est lié à la complexité cérébrale. Quand vous êtes sur cette planète, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on a des fois des choses qui ne sont pas de cette planète. Mais c'est pour autre ça- chose. Je vais vous en parler maintenant. C'est peut-être pour ça que des fois, on rencontre une personne, on a l'impression qu'on l'a toujours vue. Ah oui. C'est oui. comme notre âme sœur. Et puis on peut la revoir 20 ans plus tard, on se dit mais il y a un truc. Des fois, il y a un truc. Effectivement, les âmes sœurs, c'est quelque chose qui peut exister. Et puis, des fois, on a des groupes. C'est pas des fois, c'est toujours. On a des groupes qui sont concomitants dans les histoires, à travers les incarnations, mais on va au-delà là, de ça. On va au-delà. Première chose dans l'hypnose symbolique, c'est le past life. Past life, c'est cool, c'est de la thérapie classique, sauf que ça ne se passe pas sur un truc de maintenant. On ramène d'abord la personne à l'endroit où ça se passe. Et pour ça, on a des techniques qui ne sont pas du tout ericksoniennes. L'ericksonien, il ne faut surtout pas utiliser sur ces trucs-là. Autant en ericksonien, vous êtes libre sur les inductions et très créatif sur les inductions. Et il faut l'être. Parce que si vous lisez du papier ou répétez toujours la même induction,
c'est pas du boulot, autant vous êtes cadré sur les aspects thérapeutiques. Vous déployez des protocoles avec des bons leviers, des choses comme ça. Et là, en ericksonien, ça se conçoit. Si vous n'êtes pas carré sur l'aspect thérapeutique, vos résultats vont être faibles. Autant là, c'est totalement l'inverse. Vous allez être hyper cadré sur les aspects inductifs. On a des inductions très précises et on ne sort pas des clous sur les inductions. Et on vous donne les inductions en formation qui sont précises. C'est le satellite, la rivière, des trucs. Elles sont extrêmement précises. Et pas du tout permissives. Mais pas du tout. Il n'y a aucune permissivité dans ce qu'on fait au niveau inductif. Et dans le champ thérapeutique, c'est jamais deux fois la même chose. C'est freestyle complet. Ce qui demande une assise. Et c'est la thérapie la plus strong que je connaisse. Des fois, vous êtes dans un asile de fous quand même avec ce truc-là. J'ai des trucs hallucinants. Quand le sujet, c'est pas de vous agresser, ce qui arrive de temps en temps. Et quand vous faites émerger là, cette chose-là, et que ça peut... On en est pas c'est ça, là. On a bien compris. Hein? On parle d'exorcisme en fait, presque. Ah non, 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 là, je parle de passe live, là. Ça n'a rien à voir. L'exorcisme, c'est une stupidité sans nom. Passe live, c'est sur ses propres vies antérieures? Sur ses propres vies antérieures. Rien à voir avec les entités. Le deuxième pan de l'hypnose spirituelle, c'est les entités. Alors les entités, c'est quoi? Ben, c'est tout con. Hein. Les entités, c'est le champ de données qui est décorrélé. Ce champ de données étant décorrélé, il a deux choix. Soit il continue son chemin, il retourne dans l'aquarium, soit il se balade par là, parce qu'il n'a pas envie de retourner pour diverses raisons, soit le choc traumatique lié à la mort fait qu'il reste figé. Alors beaucoup restent figés, quelques-uns sont errants, n'ont pas envie de retourner. Alors j'ai eu des cas de personnes qui erraient pendant longtemps, voire se réincarner sans repasser par la case départ, trouver un corps de libre et l'occuper. Ça arrive, c'est des gens qui ont des problèmes en général assez ardus parce qu'ils n'ont pas fait le point, donc c'est des gens qui traînent après dans leur existence des problèmes assez ardus. On voit un peu de tout. C'est assez rare, hein, les errants qui se réincarnent. Ils sont souvent pris après, au bout d'un moment de errance, par mais quelques siècles souvent. Et ça, c'est toujours clinique. On n'est pas dans le spirituel. Toujours clinique. Toujours. C'est ce que ramènent les sujets. Et l'avantage, l'intérêt, si on est dans le spirituel, justement, on n'est pas dans l'ésotérisme. Ce qui n'est pas la même chose. La nuance entre... Ah ben, spirituel, c'est tout ce qui est du domaine de l'esprit. C'est ça que ça veut dire, le mot spirituel. En France, il y a une confusion dans le mot spirituel qu'il n'y a pas en Angleterre. Quand on dit spirituel en anglo-saxon, c'est l'esprit. En France, quand on dit spirituel, tout le monde y voit de la religion ou de l'ésotérisme. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'était plutôt ésotérique. Non, ce n'est pas ésotérique du tout. En plus, dans l'ésotérisme, je connais bien l'ésotérisme, il y a beaucoup de monceaux de conneries. Surtout si vous achetez vos livres ésotériques à Auchan. Je connais des bonnes bibliothèques ésotériques, il doit y en avoir une en France. Tout le reste, et puis... puis les livres coûtent un peu cher. Et pour comprendre un concept, il vous faut au moins 2-3 ans d'études. Donc, ça vous achetez un livre là, et que vous comprenez, foutez-le à la poubelle. Et surtout pas les éditions Très Daniel. Hein. Tout ce qui a marqué Très Daniel, c'est même pas la peine de claquer votre fric à l'acheter. C'est bon pour allumer le feu à la cheminée. Hein. J'ai un copain qui en écrit pour Très Daniel ou pour d'autres. Hein. On lui paie 2000 € le bouquin. Il habite à Taïwan, il se paie ses trajets pour venir former en France avec ça. Et il dit, j'écris n'importe quoi, je vais sur Internet, je fais des collectes. Le 3/4 de trucs que vous trouvez sur l'ésotérisme sur Internet, c'est de la théosophie. Et vous ne savez même pas que ça vient de la théosophie. Toutes les théories que vous avez entendues sur les chakras, tout ce que vous trouvez sur les chakras, c'est la théosophie, ce n'est pas la culture indienne, du tout. La théosophie a fait des ravages, a laissé des traces partout. Et tout ce que vous trouvez en soi-disant ésotérique, à 70%, c'est de la théosophie. Ah, ils ont bien fait leur boulot. Hein. Ils ont raté leur création de Jésus-Christ, mais ils ont bien fait leur boulot. Donc, l'ésotérisme, non. Après, il y en a du bon d'ésotérisme, mais c'est un peu complexe. Donc, on parle de la clinique, c'est-à-dire l'intérêt, c'est que remontent les cas cabinets. Qu'est-ce qu'ils racontent quand on les interroge? Vous allez au Japon, ils vous racontent la même chose qu'aux États-Unis.
la même chose qu'en France, la même chose qu'en Afrique. Sauf que la teinte culturelle ou religieuse en fonction des croyances de la personne va venir déguiser ça. Au Japon, ils verront un être de lumière qui vient les conseiller. En France, ils verront un ange. D'autres qui sont croyants à d'autres choses, ils verront autre chose. Ils vont l'interpréter à travers leur filtre culturel. Mais le phénomène, quand on enlève la source culturelle, reste strictement identique. Ce qui remonte dans les faits est strictement identique. Donc on pousse de côté tout ce qui est source culturelle pour essayer de déshabiller tout ça. Parce que la personne a des croyances, parce que la personne a des interprétations qui la rassurent. Or, cet univers-là n'est pas rassurant du tout. Il est juste génial et immense de possibilités. Ça ouvre un champ encore plus grand que tout ce que vous pouvez concevoir derrière. Donc là, on est sur le past life. Mais ce champ, quand il est décorrélé, s'il ne repart pas, s'il reste ici, qu'est-ce qui se passe? Il reste figé au bout d'un moment, il y aura un système qui fait qu'on viendra le chercher et puis la mener ailleurs, les balayeurs, on appelle ça. Et ouais, c'est plus rigolo. Et puis sinon, dans certains cas, il ne veut pas remonter. Pour tout un tas de raisons, des peurs diverses et variées, des croyances qu'il a eues pendant son existence, qu'il limite, il croit qu'il y a un enfer, un paradis, du coup il ne veut pas y aller. Il dit, attendez, moi j'ai tué quelqu'un, je ne vais pas y retourner là-haut, ils vont me punir, je ne vais pas y aller, ça n'existe pas ça. De ce que nous remonte la clinique, ça n'existe pas. Il faut les persuader. Et ça, c'est des entités. Alors les entités, il y en a pas mal. La plupart des gens, on va dire que, allez, moi au début, je pensais que c'était une personne sur 5. La documentation faite par les psys donne plutôt une personne sur 3, en étant optimiste. Et passé un certain âge, on dira une personne sur 2, voire plus. Et au minimum, vous en avez, ceux qui en ont, ils en ont au minimum 5. Après, il y en a qui en ont beaucoup. Moi, j'ai eu des cas. C'est Franck qui a le record, je crois, avec 70 ou un truc comme ça. Moi, j'ai eu 25 au maximum. On l'a fait en plusieurs séances, par une seule séance. Donc, c'est pas dramatique, les entités, tant que ça ne vous pose pas de problème. Il n'y a aucune raison. C'est ça, pratiquement tout le monde doit en avoir. Ça ne vous pose pas de problème, il n'y a pas de raison de traiter. Ça vous influence ou ça vous pose des problèmes, il y a raison de traiter. Il y a une notion d'entité positive ou négative? Non. Non, c'est un être humain. C'est un être humain. Oui, mais si c'est Michel Fourniret, Ça peut être plus compliqué. Ça peut. Il y a des fois où ça peut. Je dis pas. Il y a des fois ça peut être compliqué d'avoir une entité qui ne veut pas partir. En général, ça m'arrive. J'ai des entités, des fois, je traite, ils ne veulent pas partir. On dit aussi, quoi. C'est de la négo, hein. C'est de la négo. Si vous y allez brutal, ça ne marche pas. Vous savez, il y a plein de techniques, on tape sur les pieds, trucs, ça ne marche pas, tout ça. Au contraire, ça les bloque. Ils peuvent partir, revenir. C'est une catastrophe, quoi. Le taux d'efficacité de ce que vous appelez tout à l'heure l'exorcisme, c'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Ils n'ont quasiment aucune efficacité. Alors qu'en thérapie, c'est un sujet comme un autre. Il a ses peurs. Vous le traitez avec les mêmes techniques thérapeutiques. Il a ses peurs. Il émerge, il monte dans la personne. C'est lui qui prend le corps. Et on discute avec. On parle avec. On l'interroge sur sa vie. Souvent, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont décédés. Il faut les ramener au souvenir de leur décès. Et quand ils reprennent contact avec le souvenir de leur décès, la douleur, où c'est qu'ils la ressentent. Et d'un coup, ils sont capables de discuter avec vous et de vous raconter sa vie. C'est passionnant pour le thérapeute. Hein. ces entités ont souvent subi des morts brutales. Bah oui, accident ou autre. Non, certains sont morts de vieillesse aussi. Oui, pas toujours. Hein. Non. On a tous les cas. On a tous les cas. Des enfants, pas mal d'enfants morts en bas âge, qui sont perdus. Souvent, ils sont juste perdus. Hein. Juste perdus. Et d'autres fois, effectivement, il y en a qui épuisent un corps, puis qui vont passer à un autre. Eux, effectivement, c'est pas des terribles. La notion d'entité et la notion de symbiote. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, en réalité, je schématise un peu pour la conférence. Hein. C'est un peu plus compliqué. Vous pouvez avoir ce champ de données. Bon, la notion classique d'entité, c'est le champ de données est décorporalisé, ne continue pas son chemin.
Et ils trouvent quelqu'un qui est accueillant. Alors des fois c'est bienveillant. Des fois un milieu hospitalier c'est une catastrophe. Dès que vous avez une anesthésie générale c'est une catastrophe. Il suffit qu'il y ait un décès au même moment à côté. Si la personne est bienveillante, un enfant qui est sous anesthésie, elle vient pour le rassurer, elle veut rester avec elle pour le rassurer. Et puis il se la trimballe 30 ans. Mais bienveillant, c'est bienveillant. Ça, les anesthésies c'est une catastrophe. Et le milieu hospitalier aussi. Dès que vous avez une faille, aspect dépressif, pas aligné dans vos valeurs, dans votre énergie, vous créez des failles. Alors, je ne vous parle pas de la drogue et de l'alcool, qui sont des failles conséquentes. Et qui attirent en plus des gens qui sont addicts aux mêmes choses, ou qui ont été, durant leur existence, addicts aux mêmes choses. Autre cas d'entité possible. Non, j'ai une question. Bon, moi, à côté de chez moi, j'ai une thérapeute qui fait ça. Ouais. On suit beaucoup. Moi, tout à l'heure, vous dites que c'est une thérapie très strong, et Ouais. avec ce qu'elle me raconte, voilà. Si je me trompe, en séance, Ouais. le sujet, le patient, quand on libère l'âme, etc., donc on imagine que c'est une femme, la patiente, Ouais. si ce corps, cette entité, c'est un homme, la patiente va même prendre une voix Oui. d'homme. Oui, vous avez le physique qui change, la figure qui change, la figure se transforme, il monte à la surface, il reprend ses traits. Donc vous avez une métamorphose de la figure de la personne. Il y a des fois, ça peut être impressionnant. Vous avez vu des films à la con, genre L'Exorciste, c'est sûr, vous allez faire des liens. Mais ça n'a rien à voir, c'est gentil, il ne faut pas déconner. C'est, le seul cas un peu strong que j'ai eu, c'était un Albanais, c'était un truc un peu de la mafia albanaise, c'était un peu strong. Là. Il essayait de nous tuer, on était à 3 à l'atelier. C'était un peu, mais c'est le seul cas que j'ai eu et j'en ai traité. Non, oui, la personne se transforme, effectivement. Oui. On travaille allongé, jamais debout, à cause des coups de pied et des coups de poing. Mais c'est tout. Hein. C'est rassurant ce que je dis, hein, c'est vachement rassurant. Non, mais vous risquez, j'en ai jamais pris un de coup de pied ou coup de poing. Des fois, ils sont passés là. On se fait insulter copieusement, d'ailleurs, parce que quand il y en a un qui remonte et qui dit fous-moi la paix, je veux pas. Ou alors, des fois, l'inverse. Vous faites insulter parce que vous êtes en train d'en dégager quelques-uns. Moi, j'aime bien discuter. Comme j'aime bien discuter, ils sortent, je dis bonjour, quittez, moi c'est Philippe, et toi tu t'appelles comment? Ils me donnent leur nom, on discute, ils m'expliquent leur vie, moi j'adore ça. Ah, c'est un sujet quand même, il faut prendre le temps de prendre soin de lui. Hein. Je parle de l'entité, hein. C'est un vrai sujet, l'entité, vous le traitez comme un sujet. Vous êtes un thérapeute. Oui, alors ça c'est problématique, parce qu'il y en a qui ne parlent pas français, des fois. Ou qui ne parlent pas du tout les muets. Les muets, alors là, vous cassez le bol. Hein. Au début, les premiers muets que j'ai eus, c'était un peu compliqué. Je ne comprenais pas, parce qu'ils me faisaient des signes, mais je ne comprenais pas. Hein? Oui, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Sauf que le signaling, souvent, on va le donner à l'inconscient et pas au sujet qui monte, pour avoir une garantie de sécurité. Mais on finit par s'en sortir, hein, de toute façon. Même avec ceux qui ne parlent pas français, on finit par s'en sortir. On y arrive. Et c'est commun. Donc, comme ça passe aussi par la psyché de la personne, elle comprend. Et des fois, on a besoin de l'aide de la personne. Il faut que la personne reste en vigilance, en arrière-plan, parce que des fois, on ne s'en sortirait pas si on n'avait pas l'aide. Je me rappelle d'un cas qui disait non, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas, elle vit des choses difficiles, je ne peux pas l'abandonner. Elle vit des choses que j'ai moi-même vécues dans mon existence, je ne peux pas l'abandonner, je ne veux pas l'abandonner. Et j'ai dit, écoute, pose-lui la question à elle, si elle est en sécurité ou pas. Et elle a discuté à l'intérieur avec le sujet, elle est revenue, elle a dit, d'accord, ok. C'est une vraie négo, hein. Là, c'est des talents négociateurs, là. Quand on parle de karma, on dit C'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Non. On va y venir tout à l'heure, c'est encore autre chose, ça. C'est pas la même vie, ils sont attirés par des personnes qui ont les mêmes affinités qu'eux. S'ils voient quelqu'un qui est en souffrance par rapport à ce qu'ils ont vécu, ils vont vouloir aller l'aider, ça se comprend, c'est humain. Alors ça, c'est les entités. C'est tout un art, on a des techniques pour les convaincre de ne pas rester là. Et en général, ça marche bien. Des fois, il faut 1 ou 2 séances. Des fois, il y en a, ils ne veulent pas partir. Une semaine après, vous reprenez en séance, et là, ils ont réfléchi un peu de temps. Ce n'est pas toujours qu'il y a quelqu'un qui leur tend la main pour les accompagner. Alors, ils étaient braqués à la première séance, à la deuxième, ils acceptent d'y aller. En général, minimum, un sujet que vous traitez, il en a... Moi, j'ai jamais trouvé moins de 5. Mais des fois, beaucoup. Ceux qui connaissent l'énéagramme, les types 2 en énéagramme, c'est des ruches. Hein. C'est les bonnes auberges.
patients viennent vous voir en disant je voudrais que vous m'enleviez les entités. Comment ça se passe? Moi, c'est 50% de ma pratique en cabinet. Oui. Comment ils se disent genre, Ben, ils le savent, le bouche à oreille. J'y vais, je me fais enlever. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Quand j'ai commencé en France, j'étais moi. J'étais le seul à le faire. Après, j'ai formé des gens. Et maintenant, on doit être sur le territoire français une vingtaine, une trentaine. Même si des signes distractifs, quand vous rencontrez quelqu'un. Ben, on le sait, on le voit. Bah oui, on le voit. On croise quelqu'un dans la rue, on le voit. Quand vous mettez quelqu'un en transe, il y a des trucs qu'on vous a appris, c'est des signes de transe. Il y en a, oui, c'est des signes de transe. Il y en a d'autres, on dira, c'est des signes de transe. Voilà, pour ne pas vous affoler. Mais nous, on le voit, on le sait. Quelqu'un qui fait comme ça, par exemple, c'est... Ça dépend. Alors ça, c'est très variable, ouais. C'est très variable, mais ça peut, oui. Ça peut être du pass live aussi. Hein. Mais les signes de transe, quand vous avez un truc qui fait comme ça, ouais, c'est pas de la transe. Hein. Ça se manifeste. Hein. Non, Sarko, c'est autre chose, il en rajoute. Et donc, ça vient d'une démarche du patient de venir pour ça. C'est pas vous qui décidez en fonction du problème. Il y a des cas, oui. Mais sur les cas que je traite, moi, en thérapie classique, non. On n'utilise pas. Après, en thérapie classique, oui. Et vous le proposez à la personne ou pas. Moi, je suis connu, j'ai des gens qui viennent pour ça. Donc, d'emblée, j'ai des gens qui viennent... Ah, mais parce que le bouche à oreille l'a dit. Par exemple, il y a des gens qui font du Reiki. Et la personne qui fait du Reiki, elle a dit, là, vous avez des entités, il faudrait que vous fassiez quelque chose parce que... Le Reiki, elles émergent au Reiki, elles bougent au Reiki. Il y a plein de gens qui sont des prescripteurs comme ça qui me les envoient. J'ai même des gens qui sont venus du Maroc parce qu'ils étaient passés au Maroc, on leur avait enlevé 2-3 entités, il en restait quelques-unes. Ils sont venus ici pour que je leur enlève. En quoi on peut diagnostiquer pour soi que c'est une entité limitante et... Pour soi, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut que quelqu'un vous le dise ou que vous ayez été formé ou que vous en doutiez. Alors des fois, il y a des trucs complexes. Des fois, on a la grand-mère qui est à l'intérieur pour voir son fils grandir, et elle se fout de la petite fille et du mal qu'elle fait à la petite fille. Il y a des trucs familiaux un peu complexes, des fois. Ah ouais, non, c'est impressionnant. On a des cas, mais on est en train d'écrire des livres là-dessus parce qu'il y a tellement de cas bizarres que c'est assez génial. Alors après, c'est ce qu'on appelle la libération. La libération, c'est ça. Alors, dans les libérations, là je simplifie, parce que vous pouvez avoir des fragmentations. C'est-à-dire que quand vous êtes en conflit avec une personne, il peut y avoir une partie de votre champ de données qui se décorrèle. Le champ de données est fractal. C'est-à-dire que vous ne perdez pas d'information, chaque bout d'information contient la totalité de l'information. Donc il est fractal. De ce fait, quand vous êtes en heurt traumatique avec quelqu'un, il se peut qu'un morceau du champ de données se décolle de l'un vers l'autre et reste collé au vôtre. Il se peut aussi qu'une partie de votre champ de données se fracture et ne grandisse plus. Ce qui peut donner en thérapie classique, on appelle ça l'enfant intérieur. Là, on a l'explication de l'enfant intérieur, de ce qui s'y passe. Quand une partie de vous ne grandit pas. On pense que les multipersonnalités, c'est aussi des choses comme ça, des fragmentations du champ de données qui prennent des orientations différentes. Alors la schizophrénie, ça c'est plus complexe. La schizophrénie, on est plutôt sur... on connaît le déclencheur de la schizophrénie, c'est la double contrainte familiale dans la plupart des cas. C'est Gregory Bateson qui a mis en évidence. C'est environnemental, comme ça peut être une influence environnementale, c'est ça? Ben, aujourd'hui, ça a été prouvé dans les années 50 par Gregory Bateson, la cause déclencheuse de la schizophrénie. Il faut avoir une génétique qui s'y prête. Si vous avez la génétique, la double contrainte familiale, c'est-à-dire, mais ça je ne vais pas vous expliquer, c'est des trucs de thérapie, et double contrainte vous déclenche la schizophrénie. Quand vous n'avez pas la génétique, ça va déclencher de l'hyperanxiété chronique. Donc, une grande part de la schizophrénie est expliquée par ça. Une autre part de la schizophrénie serait un mauvais interfaçage, justement, au moment de la greffe. Au moment où le champ se greffe, et ça se passe mal, parce que c'est un moment très difficile, qui peut durer longtemps, et là, ça se passe mal. Et là, le champ reste coincé entre deux univers, pratiquement. On pense qu'il y aurait une partie qui viendrait de ça. Quand vous enlevez les entités, comment fait la personne après pour se protéger? Parce que ça peut
On y explique. On a des techniques. Ouais. Ah bah oui. Et puis le thérapeute, il se protège parce que on va pas se la récolter non plus. Non, non, mais pas pour vous, mais pour la personne que vous avez Tout à fait. soignée, qui repart et qui va peut-être... Mais on lui explique des techniques. Ah, on me dit que... Hein? Attends, j'ai encore un truc à aborder. Non mais j'ai peu de temps, alors je bombe. Il y a plein de trucs que j'aimerais vous dire. Là, c'est le deuxième champ. Le deuxième champ de la spirituelle, c'est la libération. C'est le champ le plus spectaculaire, je dirais. Bon, après, intéressant, c'est passionnant. On est dans l'humain, c'est passionnant. C'est de tout vider, en fait. Ah bah oui, vous êtes habité tout seul chez vous, hein, c'est mieux. Hein. Non, mais là, En colocation, c'est pas terrible. Après, des fois, c'est pas dérangeant. Hein. Et troisième champ, ce qu'on appelle l'interlife. L'interlife, c'est le domaine le plus récent, ça n'a qu'une quinzaine d'années, que c'est vraiment un boom ce truc-là. C'est qu'est-ce qui se passe entre les incarnations. Ce champ, il va où? Il fait quoi pendant qu'il n'est pas là? Et pourquoi il a la nécessité de se réincarner? Alors, vous trouvez ça dans certaines traditions. La meilleure tradition qui se rapproche le plus de ce qui sort de la clinique, hein, le Bardo Todol, livre des morts tibétains. C'est la meilleure description de ce qu'on retrouve cliniquement. C'en est très très proche. Après tout le reste, il y a des aspects culturels qui masquent plein de trucs, des aspects qui servent à ce que les gens n'aient pas peur, tout ça. Le Bardo Todol est la chose la plus proche de ce qu'on peut trouver. Et c'est passionnant cet univers-là. Parce que qu'est-ce qu'il fait quand il remonte là? Et là, c'est impressionnant. Et puis, on retrouve là les notions que certains doivent connaître sous le nom de famille d'âmes, groupe d'âmes, des choses comme ça, de hiérarchie d'âmes, là-dedans aussi. On retrouve ça. Et c'est... qu'est-ce qui se passe? Alors là, par contre, c'est pas traumatique, c'est pas strong du tout. C'est space, mais pas strong. Mais là, c'est space, on dirait la fumette, hein, honnêtement. Là. Dans une formation, on commence en général le premier jour par du past life touristique. Il faut démarrer doucement, hein, on fait du tourisme au départ. Hein. Le deuxième jour, on commence à nettoyer au Karcher. Donc on fait de la libération parce que si on fait après du past life traumatique, il faut y aller sur un terrain qui soit propre quand même. Que les traumas qui remontent, ce soient bien les vôtres et pas ceux d'autres. Donc on nettoie. Pendant 2 jours, on nettoie et il y a du nettoyage à faire. On brique bien. Et après, on va attaquer sur j'ai entendu parler de karma là, tout à l'heure. Alors certains feront des liens avec la charge karmique. C'est-à-dire qu'on va nettoyer sur les traumas que vous avez vécus. Et puis, après, on va nettoyer sur les traumas que vous avez donnés généreusement à d'autres. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui donne du trauma à d'autres quand même. Et là, peut-être il y a des compensations karmiques. On peut renégocier des contrats aussi. C'est-à-dire votre contrat d'existence, on peut les renégocier. On peut faire des choses assez spectaculaires. Par exemple, supposons qu'ici, une de ces champs de données, de ces existences antérieures, est la capacité de faire certaines choses. Certains états d'être. La confiance en soi, par exemple. Et si ce truc-là, je pouvais le greffer à aujourd'hui, le faire remonter, pas tout, hein, pas toute la persona, mais la partie du savoir-faire de cette persona, et la mettre à aujourd'hui dans cette persona-là. Ça, on sait le faire en one shoot, une séance, et la personne sort, elle est transformée. Et on greffe la capacité qu'elle a, on va chercher la meilleure des capacités par rapport à sa demande, et on vient la lui greffer dans sa persona d'aujourd'hui. On implante la personnalité. Et la confiance en soi, c'est boosté. Mais il n'y a pas que ça, tous les états d'être. Toute la façon, vous voulez acquérir une compétence particulière, émotionnelle, hein, plutôt émotionnelle, c'est-à-dire confiance en soi, des choses comme ça. Aujourd'hui, on travaille en labo. En formation, on vous apprend le greffage de la confiance en soi, de l'émotion, du côté créatif, des choses comme ça, on sait faire. Donc, on vous apprend en formation comment on fait pour greffer une persona antérieure, aller chercher les ressources qu'il y a là-dedans. C'est un énorme réservoir de ressources. Autant les utiliser. Vous pouvez en avoir même plusieurs et puis les activer quand vous voulez sur des ancrages. On s'amuse même. Mais ça, c'est en labo. Hein. En labo, on fait de l'expérimental où on fait apparaître et prendre le devant de la scène une persona antérieure pendant, par exemple, 2 heures. De telle heure à telle heure, la persona prend le dessus
Et elle vient apporter une compétence, elle fusionne avec la persona d'aujourd'hui, elle vient apporter une compétence, puis au bout de 2 heures, elle est déconnectée. On sait faire plein de trucs comme ça. En labo, aujourd'hui, il y a plein de chercheurs sur la planète qui travaillent sur... On sait faire, on sait greffer des trucs émotionnels, des savoir-faire émotionnels, on sait faire. Aujourd'hui, la recherche, elle est, et le premier qui trouvera, c'est une mine d'or derrière, en termes de brevet, c'est un savoir-faire intellectuel, ramener un savoir-faire intellectuel. Par exemple, ramener, savoir parler une langue. Aujourd'hui, on a des résultats sous hypnose, on arrive à recontacter et remettre en place la langue sous hypnose, ça ne persiste pas à la sortie, par contre. On n'arrive pas à la greffer, mais c'est nos protocoles qui ne sont pas bons. Hein. On est en train de chercher les bons aspects pour pouvoir greffer ça. Imaginez un savoir-faire technique. Un savoir-faire, aujourd'hui, les savoir-faire sportifs ou artistiques, on sait les implanter. Ça marche assez bien. Il y a encore des failles, ça ne marche pas avec tout le monde et ça ne marche pas tout le temps. Mais on y est presque au bout sur la deuxième partie qui est les savoir-faire artistiques. Les savoir-faire techniques, c'est l'étape d'après. Quand cette étape-là sera franchie, on sera sur les savoir-faire techniques, on ira chercher et réimplanter. Et les savoir-faire intellectuels, c'est le but final. Ceux qui arrivent à faire ça, ceux qui déposent les brevets ça dans le monde anglo-saxon, ils sont gagnants. Je ne vous dis pas à quel point, quand vous avez une technique d'apprentissage qui vous permet d'apprendre en une séance plein de choses, c'est juste fabuleux les perspectives. Donc pour nous, c'est une technologie tout ça. Et l'interlife, c'est encore pire. On pourrait récupérer les infos seulement de ce qui nous est attaché ou de n'importe. Non, de ce qui nous est attaché. Après, on travaille aussi sur le fait, s'il y a la fameuse base d'un inconscient collectif, une plateforme commune, type jungien, on pourrait aussi aller puiser là. Mais pour l'instant, ça, c'est pas évident. Récupérer en nous de l'info, on sait le faire aujourd'hui, si elle est purement émotionnelle et comportementale. Ça, on sait le faire très très bien. On a greffé plusieurs personnes, on a regardé comment elles évoluaient, c'est génial. À plusieurs années, maintenant on a plusieurs années de recul là-dessus. Nous, dans notre équipe, il y a plusieurs greffés. Ça les a transformés, mais radicalement. Hein. Les qualités qu'ils voulaient acquérir, ils les ont eues d'emblée. Et après, on peut dégreffer. Si un jour ça gêne, on peut l'enlever. Hein. C'est pas le plus passionnant, les entités. C'est le reste qui est le plus passionnant. Les perspectives d'entités, c'est pas le... On peut faire des trucs aussi avec les entités. Si on le considère en technologie, par exemple, supposons que vous ayez une entité. Elle a des capacités, elle est volatile. Supposons que vous voulez savoir ce qu'il y a dans une enveloppe scellée d'une cote boursière qui va être donnée demain. Et si vous avez attracté avec une entité pour qu'elle aille voir et vous ramène l'info, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a beaucoup d'enjeux sur cette technologie. Hein. Pourquoi c'est si confidentiel alors Hein? Pourquoi c'est si confidentiel jusqu'à ce qu'il y a autant d'enjeux? C'est nouveau. C'est nouveau. Et en France, vous parlez de champs de données externes. Tout le monde y met une couche ésotérique. Comme tout le monde y met une couche ésotérique, les gens se libèrent. Vous avez d'un côté ceux qui sont plutôt dans l'ésotérisme et qui se disent « c'est merveilleux ce truc, c'est un truc de croissance ». Non, pas du tout, c'est une technologie. Et la technologie, la première fois en Suisse que j'ai posé la question, mais vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire avec cette technologie? Et de quoi tu parles? De quelle technologie tu parles? De quoi? J'ai dû répéter 3 fois ma question et expliquer pour qu'ils comprennent. Ils avaient, eux, une idée de spiritualité, de genre classique. Je grandis, je m'élève, des trucs classiques. Puis ce qui fait mal, c'est quand on les amène au-delà. Parce que quand vous remontez dans l'interlife, c'est bien. On découpe les groupes d'âmes, tout ça. Mais si on allait au-delà, dans les entités, pourquoi il y a des entités qui ne sont pas humaines? Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon dans cette histoire. On discute avec les entités extraterrestres. Les itis, ils n'ont pas le droit d'être là, il y a des règles. Quand vous leur rappelez les règles et le code, ils dégagent. Pourquoi il y a des entités? Et puis, dans ce que remontent les cas cliniques, vous apercevez qu'il n'y a pas que de l'humain. Mais c'est normal, ils ne sont pas méchants. Mais il n'y a pas que de l'humain. Supposons que l'endroit où on remonte, nous, on soit les œufs d'un poisson. Dans l'aquarium, il y a plein d'espèces de poissons différents. Et là, on remonte encore à un niveau qui est au-dessus. Alors du coup, là... Il me reste 10 minutes? Est-ce qu'on a le temps de faire une petite tranche de Pygmalion? Je voulais, mais ils ne me les laissent pas. 10 minutes, j'aurais pas le temps. Oh. Bon, allez, hop. On y va sur une petite tranche. Je vais essayer de faire... Mais je vais faire vite. Alors tout le monde ne partira pas forcément. Hein. J'ai pas beaucoup de temps. Alors je vous demande de fermer les yeux.
et de rester sur votre siège tranquillement assis. C'est toi qui passes après moi? Je suis désolé. Ah. Et maintenant là, confortablement installé, de vous imaginer dans un grand immeuble, au dernier étage de ce grand immeuble. Et dans ce grand immeuble, c'est un musée, ce grand immeuble. Vous êtes au dernier étage d'un musée. Et vous êtes seul dans ce musée et vous vous promenez. Vous vous promenez dans les couloirs de ce musée en regardant les vitrines. Et vous pouvez voir là dans les vitrines un casque grec. Quelque chose d'égyptien. Vous pouvez voir des choses de toute la planète, de tous les continents. Et cette chose-là vous amène une petite émotion, quelque chose de particulier. Et vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans ce musée, à cet étage-là du musée. Ce musée, c'est votre musée. Et vous pouvez voir que toutes les pièces qui sont là, exposées, appellent quelque chose chez vous. Peut-être est-ce des pièces que vous avez eues entre les mains, des choses que vous avez utilisées. Et maintenant, vous prenez le couloir pour vous diriger vers un ascenseur. Vous rentrez dans cet ascenseur, et cet ascenseur n'a qu'un bouton. Il y a des numéros affichés sur l'ascenseur. À l'intérieur de l'ascenseur, ces numéros affichent la date d'aujourd'hui. Puis vous allez appuyer sur le bouton. Mais laissez votre inconscient appuyer à votre place. Laissez votre inconscient tenir le doigt appuyé sur le bouton. Et à un certain moment, le relâcher. Et voir les numéros défiler. Voir les numéros défiler. Pendant que cet ascenseur descend, voir les numéros défiler. Ces numéros défilent, défilent et défilent encore, passant une date qui est au-delà de votre naissance. Et il vient là s'arrêter. L'ascenseur s'arrête. Les numéros marquent une date, bien au-delà de votre naissance. Et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir la porte de cet ascenseur. Sortir et sentir une transformation vous gagnez à ce moment-là. Puis baissez vos yeux maintenant que vous êtes hors de l'ascenseur et regardez vos pieds. Sont-ils chaussés ou sont-ils nus? Quel type de chaussures? Quels vêtements sont sur vos jambes? Êtes-vous un homme ou une femme? Autour de vous, fait-il nuit ou jour? Et regardez le paysage se former autour de vous maintenant. Et maintenant, faites un pas en avant. Et rentrez dans cette vie que vous avez déjà vécue. Regardez peut-être un nom revenir à la mémoire.
Regardez ce qui se passe autour de vous. Comment sont les autres personnes, s'il y en a d'autres. Qu'étiez-vous en train de faire à ce moment-là? Prenez conscience de ce qui vous animait. Puis laissez défiler un petit bout de cette histoire. Et puis, à mon claquement de doigts, vous remonterez 2 ans avant ce moment. Vous êtes maintenant 2 ans avant ce moment. Regardez autour de vous. Les gens qui sont là, les lieux. Que se passe-t-il dans cette scène particulière? Avec qui échangez-vous? Que faisiez-vous? Quelles sont les émotions qui vous animaient à ce moment-là? Et puis maintenant, vous allez quitter ce moment. Et vous retrouvez à mon claquement de doigts devant l'ascenseur de nouveau. Prêt à remonter dans l'ascenseur. Puis remontez dans l'ascenseur et rappuyez sur le bouton. Tout en gardant en mémoire les souvenirs de ces images que vous avez vues. Et enfin, la porte d'ascenseur revient à notre époque, à notre temps, et s'ouvre. Puis rouvrir les yeux, et en conservant ces images, être parmi nous. Il y a un réveil qui sonne. Je suis désolé, j'ai fait bref. Vu le délai, j'ai essayé de faire rapide, donc c'est moins amusant que quand on fait... Est-ce que certains ont vécu des choses, eu des images? Oui. Oui. Vous voulez dire quelque chose? Non, moi j'aurais juste une question par rapport à... Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des prérequis pour suivre cette formation? Oui. Le prérequis, c'est un technicien en hypnose ericksonienne. Alors, pas que ça vous serve à grand-chose. Hein. Ça ne servira à rien. Il y a un truc qui n'arrête pas là. Ça ne servira à rien. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir des gens qui n'ont aucune notion d'accompagnement. C'est ça. Donc, si vous n'avez pas un technicien, mais que vous avez un praticien PNL ou un technicien PNL, moi, ça me va aussi. Hein. Puisque, de toute façon, tout ce que vous savez en hypnose ne sert à rien dans cette formation. Mais ce que vous savez en termes d'accompagnement et être avec le sujet, et être à l'écoute du sujet, et être tourné vers le sujet, ça, c'est important et on n'aura pas le temps d'y revenir dessus. C'est pour ça qu'on veut des gens qui soient déjà dans la pratique d'accompagnement.